il y a comme 2 volets dans ce personnage-là, qui n'est pas si important dans l'histoire du film, mais quand on la voit, il y a 2 volets qui sont importants. Premièrement, le travail du sexe en étant enceinte, ça se peut, ça existe. Il y a des hommes ou des femmes, mais majoritairement des hommes qui sont excités par des femmes enceintes et tout. Puis elle a fait ce travail-là parce que, il faut qu'elle nourrisse son enfant quand il va naître, là, tu comprends? Fait que ça, c'est une réalité. Après ça, c'est aussi la comédienne elle-même qui a dû se regarder être enceinte et habillée sexy alors qu'elle avait accouché. Fait que là, la perception de son corps était différente. Fait que, il y a vraiment plein d'expériences là-dedans. C'est autant le spectateur qui écoute le film, mais autant la comédienne qui a vécu le tournage, qui a vécu quelque chose, tu sais. Puis on l'a vécu avec elle. Moi, j'ai suivi sa grossesse, là. Tu sais, tout le long, là, elle a passé l'audition, elle était enceinte d'1 mois, genre. Puis après ça, on a fini de tourner par elle a accouché. Fait que c'est comme c'est très humain aussi, je pense, là, comme processus. Là, What's up tout le monde? Épisode 6 de University Podcast. Aujourd'hui, Philippe Cormier. On parle de psychologie, on parle de travail du sexe, on parle de film, on parle de un peu de politique, on parle de... avez-vous d'autres sujets? Santé mentale. Écoute, c'est lourd. Je vous aime que de l'amour. Accueillez bien chaleureusement Philippe Cormier et Marie-Maxime qui a passé aussi sur le podcast. Donc, gros merci à vous. Bonne écoute. Ciao, ciao. What's up tout le monde? University Podcast, épisode 6. Aujourd'hui avec Philippe Cormier. Shout-out aussi à Série Montréal et Black Box pour l'emplacement et l'alcool à volonté. C'est assez... Moi, je bois pas, mais bon. Puis, je sais que Philippe Cormier, j'en sais pas beaucoup de toi, mais je sais que tu es dans la game de cinéaste, réalisateur, peut-être producteur éventuellement. Je sais pas, tu sais, je te connais pas. Ouais. Donc, enchanté. Enchanté. Ça fait plaisir. Enchanté. Puis, tu es venu avec ton invité. C'est quoi ton nom déjà? Marie-Maxime. Est-ce que le micro... Ton micro, il marche. Le micro, il marche? Ouais. OK. On te voit pas, mais on t'entend. Bon, on m'entend, parfait. Moi, principalement, je suis scénariste et réalisateur, donc j'écris les films et je réalise les films. Et je suis un peu producteur par la bande, mais c'est pas ça que je veux faire vraiment. Puis j'ai fait un peu mannequin, comédien, mais tu sais, c'est vraiment réalisateur, scénariste, mon créneau principal, mettons. Cool. Ouais. Puis, quel genre de film tu veux faire? Parce que là, tantôt, tu as dit maladie mentale. Pourquoi maladie mentale? Moi, je capote sur la santé mentale. Je voulais être psychiatre avant. Après ça, j'ai vu le niveau d'études. J'étais un petit peu découragé. Puis après ça, je me suis dit, le cinéma, c'est vraiment hot. Puis c'est une passion que j'ai depuis longtemps. Puis je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça genre dans ma vie? Tu sais, je sais que c'est une industrie qui est difficile et tout. Puis finalement, j'ai comme réussi à percer là-dedans. Tu sais, j'ai 2 longs métrages à mon actif déjà. Puis, c'est quoi le nom de tes longs métrages? Lorsque le cœur dérange, le premier, au moment où on se parle. Le cœur dérange, OK. Ouais, au moment où on se parle, il sort sur Apple TV dans quelques semaines. OK. Puis Le Purgatoire des Intimes, c'est mon 2e que j'ai tourné l'année passée, qui devrait éventuellement sortir. Puis, tu sais, moi, mon créneau de réalisateur, c'est vraiment le drame psychologique. Puis je mets de l'avant la santé mentale parce que j'aurais voulu être psychiatre, puis c'est un sujet qui me parle et qui me touche. Fait que j'essaie de démystifier certaines réalités, mettons, par le biais d'une situation dans un film, là, mettons. OK. Quel type de réalité qui te parle plus à... quelle problématique que tu veux régler ou améliorer? Où est la souffrance dans ce monde? Il y en a beaucoup. Partout? Il y en a tellement, ça n'a pas de bon sens. Je te dirais... avec Lorsque le cœur dérange, j'ai vraiment démystifié la psychose. C'est un sujet qui me fascinait, en fait, parce que je voulais comprendre aussi c'était quoi la psychose. Puis j'ai l'impression que les gens ont peur des gens qui font des psychoses. Fait que je voulais démystifier ça. Puis je parle aussi de l'entourage qui vit la psychose avec la personne qui est en psychose. Fait que comment l'entourage perçoit ça, comment l'entourage doit réagir. Parce que, tu sais, il y en a qui sont ultra fermés puis qui trouvent ça ultra tabou, fait qu'ils ont tendance à rejeter souvent les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, tu sais. Fait que... Est-ce que toi, tu as déjà fait des psychoses? Non, moi, j'ai jamais fait de psychose. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement anxieux, par contre. Là, tu sais, j'ai comme une anxiété un peu maladive, là. Fait que des fois, il y a très certainement des choses qui te trigger. Ouais. Tu dois péter des coches. Absolument. C'est quoi ces sujets-là où est-ce que tu pètes des coches parfois? Mon Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as pété une coche? La dernière fois que j'ai pété une coche... Aïe, c'est une bonne question. Ça doit faire longtemps parce que je m'en souviens pas, mais
il y a vraiment plein de trucs qui me trigger. Mettons, les gens qui sont fermés d'esprit, ça me trigger vraiment intense. Là. C'est justement parce que je parle de santé mentale, fait que les gens qui sont pas ouverts à ça ou pas nécessairement compréhensifs de certaines réalités, ça me fait chier parce que genre moi je suis là pour défendre ça, puis je suis là pour expliquer ça, fait que genre j'ai tendance à vouloir expliquer et tout, puis après ça, il y a des gens qui sont plus fermés d'esprit que d'autres et tout, fait que là ça crée des débats, puis des fois ça me fâche, tu sais. Les débats. Ouais. J'adore les débats par contre. Ouais? Si c'est fait dans le respect, évidemment. Comme un désaccord. Ouais, exact. Je suis pas d'accord. Ah, ok, toi. Ah. Puis là, Ouais. accepter la polarité. Mais tu sais, souvent, genre, il y a des débats sur ce qui concerne la politique, mettons, tu sais. Ou le sexe, ou tout ce qui est OnlyFans. Exact. Mais c'est drôle. C'est un sujet assez... Ça tombe bien qu'elle soit là parce que, tu sais, en fait, tu peux le dire, là, mais elle a fait, elle est comme travailleuse du sexe, dans le fond, là. J'ai le droit de le dire, hein? Ouais, Ok. oui. J'étais comme si tu, genre, à quel point c'est un. Genre, OK. Puis, les gens ont beaucoup de préjugés contre les travailleuses du sexe. Puis c'est important d'avoir des gens qui expliquent vraiment ce que c'est l'envers des travailleuses du sexe. Parce que, tu sais, on a une image, mais une image, c'est loin d'être la réalité complète de ce travail-là. Fait que des personnes comme Philippe qui va nous faire rentrer dans ce monde-là, puis nous faire la réalité, nous montrer la réalité réelle de ces jeunes filles-là, jeunes femmes-là, ben c'est ce qu'il faut. Il faut rendre le sujet moins tabou. Dans des films, par exemple. Dans des films, dans des téléséries. C'est ça. Tu sais, dans Le Purgatoire des Intimes, qui est mon deuxième film, c'est pas un film qui parle de travail du sexe, c'est pas le sujet principal, c'est toujours la santé mentale. Je parle de choc post-traumatique dans ce film-là. Mais le personnage principal aura éventuellement à rencontrer une travailleuse du sexe et à avoir des relations sexuelles avec elle. Après ça, moi, mon devoir comme cinéaste, c'est une fois que je fais l'introduction d'une travailleuse du sexe dans un film qui est un personnage fictif, là, je peux pas juste laisser ça aller puis faire une scène de sexe pour le plaisir de faire une scène de sexe. Il faut que ça soit justifié, puis après ça, il faut que je démystifie cet univers-là. Je peux pas... En tout cas, moi, je pensais pas que je pouvais juste introduire une travailleuse du sexe, passer à autre chose. Je suis comme, hey, j'ai la chance d'en parler, là, tu sais. Fait que démystifions ça. Puis c'est pour ça que j'ai fait, dans le fond, le film, dans le fond, ça finit qu'il y a un tiers du scénario qui parle de travail du sexe. Ça se passe dans un salon de massage érotique. Il y a 8 filles dans le film qui font ça, puis ils ont des réalités différentes. Il y en a une qui est trans, il y en a une qui est enceinte de 8 mois. Il y a un gars aussi. C'est toutes des réalités qui se peuvent, qu'on entend moins parler. Puis moi, je voulais pas, puis rien pour dénigrer personne, ni aucun projet, mais tu sais, Fugueuse, la série, là, la réalité trash de la travailleuse du sexe, on l'a vu. Fait que je suis comme là, je pense que c'est le temps de démystifier le truc, puis juste de montrer que les réalités sont différentes pour tout le monde, puis que toutes les escortes, les masseuses érotiques, les danseuses, etc., c'est pas toutes des personnes qui sont trash, qui prennent de la drogue, puis qui fourrent à tout bout de champ. Là, je veux dire, c'est pas ça, tu sais. Puis je pense que j'avais comme devoir d'en parler. Puis après ça, Marie-Maxime, justement, est venue en montage voir le film pour ajuster la crédibilité de mes scènes, puis tu sais, elle trouvait que... Quand je suis sortie de ce film-là, j'ai fait... on peut dire celle qui joue dans le film. Karine a interprété à la perfection une travailleuse du sexe. T'sais, elle a joué à la perfection. C'est une crédibilité incroyable. C'est ce qui a donné, c'est ce qui va faire que le film probablement va être encore plus. Parce que les comédiens qui jouent dans le film, c'est déjà des excellents comédiens, mais on a rajouté une personne qui a joué une travailleuse du sexe à la perfection, ce qui est une réalité qu'elle a très bien joué. Fait que j'ai vraiment hâte que ton film sorte pour que les gens puissent voir La Purgatoire des Intimes. Puis moi, j'avais peur parce que j'étais un gars qui parlait de travail du sexe. Fait que j'ai l'impression que des gens qui pensaient peut-être que c'était pas à moi de faire ce travail-là, tu sais. Mais j'avais... parce que je suis un gars, puis c'est un métier qui est majoritairement féminin, là, pas pour mettre tout le monde dans le même bateau parce qu'il y a des gars qui font ça, mais c'était peut-être pas ma place parce que je connaissais pas ça, tu sais. Puis finalement, je me suis vraiment beaucoup renseigné. J'en ai rencontré pour l'écriture du scénario, les comédiens en ont rencontré, etc. Puis après ça, j'ai eu ma validation, tu sais, quand il est venu voir le montage et tout. Fait que, tu sais, je pense que ça l'a confirmé que j'ai bien normalisé ce truc-là, tu sais. OK. On parle de normaliser des choses qui sont normalement pas normales. Ouais. D'élever les standards ou de tout simplement changer les standards. Jusqu'à où on va? Tu sais, il y a des limites. Pour qu'est-ce qui est normal actuellement pour nous, on peut trouver des limites. Mais ce que nous, on fait en ce moment, là, exemple 3000 ans ou 4000 ans, c'était peut-être pas dans leur
C'était trop loin, puis il pouvait même pas se l'imaginer. Ouais. Ma question, c'est des questions très... Philosophique. Oui. On dirait. Très philosophiques, puis très comme on joue avec les cordes, puis c'est la pédophilie. Mm. Avant, il y avait le racisme. Ouais. Là, il y a le... Je sais pas comment l'appeler exactement, mais le racisme des genres. Hommes, femmes. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Le sexisme. Puis là, on s'en va vers ageism. Ouais. Ah, les âges, ça dérange plus. Attends une minute, là. Ça dérange encore. En tout cas, dans l'industrie artistique, ça dérange encore, tu sais. C'est sûr qu'il y a un processus à décortiquer. Mettons le racisme, ça prend plusieurs années. Ou oui, ageism, ça prend plusieurs années. Ça prend plusieurs modèles aussi. Là. Je pense pas que c'est une personne qui va faire en sorte que le racisme n'existera plus. Là. Non. Je pense que c'est une évolution qui prend énormément de temps. Là. Fait que jusqu'où on va? Check bien. Une partie de moi qui se dit... C'est une partie de moi, j'en ai d'autres aussi là, qui se contredit puis que j'essaie de trouver la vérité. Là. Ouais. En ce moment, je me dis... Il y a une partie de moi qui se dit... Peut-être que dans un certain nombre d'années, ça sera normalisé la pédophilie ou hey, moi, j'ai une relation avec un enfant de 5 ans. Hey, tabarnak, dire ça en 2022, c'est lourd, là. En fait, tu sais, je pense que je comprends ce que tu veux dire parce que, tu sais, admettons le travail du sexe, on normalise ça, mais c'est parce que c'est pas dangereux. C'est pas... Ben, c'est parfois illégal dans certains pays, mais je veux dire, ça devrait pas l'être alors que la pédophilie, c'est un acte qui est dégueulasse, là, tu sais, on s'entend, mais genre ça, je pense pas qu'un jour, ça va être normalisé. En tout cas, j'espère pas, si on aurait un problème. Là. Mais je pense que c'est important d'en parler des travailleurs du sexe et pas de normaliser, d'influencer les jeunes filles à aller dans ce milieu-là. C'est d'éduquer les jeunes filles. Parce que si les jeunes filles de 13, 14, 15, 16 ans tombent dans ce milieu-là, si on n'en a jamais parlé, bien, les jeunes filles ne sauront pas dans quoi ils s'embarquent. Si on en parle, on n'est pas en train de les influencer à s'en aller dans ce milieu-là. Mais par exemple, ils vont savoir que des messieurs, des jeunes garçons, ce qui se passe dans une chambre fermée quand ça arrive, si on n'en a jamais parlé, ben, les jeunes filles vont beaucoup être plus tendance à y aller. Ils ne savent pas. C'est pas les influencer à y aller, c'est les éduquer à ce qui peut arriver. Puis je pense que c'est en parlant, en rendant le sujet moins tabou, qu'il va y avoir des jeunes filles, des jeunes femmes qui n'iront pas dans ce milieu-là, du côté sombre. Tu sais, qui vont être éduquées. Si tu veux y aller, fais-le, mais tu vas savoir dans quoi tu t'embarques. Exact. Les conséquences que tu peux avoir aussi. Là, les risques que tu peux avoir. Tu sais, moi, j'aurais peut-être jamais embarqué dans ce milieu-là. Tu sais, moi, j'ai pas connu le côté sombre, sauf que, tu sais, il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a les dépendances, il y a des gens qui te font faire des choses que tu veux pas faire. Mais Colin, s'il n'y a pas de gens comme Philippe qui en parlent, ou des Marie Maxime, en tout cas, peu importe, la personnalité publique qui en parle sur la place publique, mais la jeune fille, elle va y aller, puis ben, elle peut avoir des beaucoup plus gros traumatismes que si on en parle, puis qu'elle sait un peu dans quoi qu'elle s'embarque. Tu peux approcher ton micro aussi, prochaine fois, tu peux juste le tirer. Dans le fond, tout ce que tu as dit, on ne l'a pas entendu. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais... OK. Là, tu as touché un point hyper important. L'éducation. Transmettre le savoir. Puis, tellement de questions, peu de réponses à propos de ça. Comment éduquer? Quoi éduquer? Est-ce que si tu fais souffrir quelqu'un, tu l'enlèves de sa souffrance? Tu sais, un psychologue qui s'assied avec quelqu'un avec une maladie mentale, tu as le choix de « OK, je vais t'aider à te comprendre toi-même » ou je vais aggraver ta situation volontairement pour que... Tu sais, il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées pour ouvrir l'esprit d'une personne. Tu sais, je vais te dire, moi, je vois une thérapeute, mettons, aux 2 semaines. Puis, ce que tu dis, ça m'a fait penser à ça parce que, tu sais, des fois, mettons, je vais sortir de mon rendez-vous puis je vais genre, OK, je me sens plus léger. De quoi on a parlé, tu sais, ça l'a comme aidé et tout. Puis des fois, je ressors de là puis j'ai comme plus de questionnements. Puis là, ça me rend encore plus anxieux puis je suis comme, shit, tu sais, genre, je fais quoi avec ces informations-là? Tu sais, elle a essayé de m'aider, évidemment. Je pense pas qu'elle tente volontairement de me nuire, là, mais tu sais, des fois, ça me crée plus de questionnements. Fait que, je comprends ce que tu veux dire.
C'est quoi la solution à l'éducation? Moi, il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est... voyons. La deuxième section de la phrase, c'est « Autonomy leads to engagement ». Si tu rends des personnes autonomes, ils vont s'engager dans ce qu'ils veulent, ils vont faire leur propre choix. Puis, en haut, c'est... j'ai l'image de gaver un canard d'informations. Ouais. Puis ça lead to compliance. Les gens se... Ah, OK, faut que je fasse ça maintenant, mais c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la décision pour moi en position de pouvoir, d'autorité. Mais est-ce qu'on peut réellement vivre dans une société où est-ce que tu donnes l'autonomie aux personnes pour qu'ils puissent faire leur propre choix, ou tu fais tout en ton pouvoir pour qu'ils pensent que c'est leur choix, mais dans le fond, c'est ton choix à toi. C'est juste que tu as tellement de pouvoir, tu as tellement un système complexe que la personne, elle se promène dans ton système, puis il faut qu'elle sorte de ton système pour réaliser que, OK, j'ai été bougé tout le long. Là. Ouais. Bonne question. Grosse question. Je sais pas c'est quoi ma question. Même. Ben, ouais, c'était une grosse question. J'arrête pas. Non, mais tu parles, mettons, genre en termes d'éduquer les gens, là? OK. Je parle à ma blonde. J'y pose la question, un enfant de 5 ans, comment tu l'éduques sexuellement? Hey, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. C'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est pas bon? C'est-tu moi qu'il faut qu'il décide ça ou c'est l'enfant qu'il faut qu'il décide ça? OK, je comprends ce que tu veux dire. Ben, je pense que premièrement, 5 ans, c'est un peu jeune, mais tu sais, dès que tu rentres dans la préadolescence, là, 9, 10, 11 ans, là, après ça, tu rentres au secondaire, 12, 13 ans, tu sais, je pense que là, c'est le moment de commencer à sensibiliser sur les trucs de base, genre le consentement que nous autres, en tout cas, je sais pas de quel âge, là. 23. Ben, tu sais, j'ai 22. Fait que, tu sais, quand on était au primaire, nous autres, des cours d'éducation à la sexualité, on n'en a pas eu, là. Parce que moi, j'en ai pas eu. Moi, je les ai eu en arrière de la butte de sable tout seul. Tu comprends? OK, je comprends. Avec un autre dude, là. Ouais, je comprends, mais mais tu sais, moi, j'avais pas ça de manière... Genre, j'avais pas d'adulte qui connaît ça, qui m'expliquait c'est quoi le consentement, c'est quoi... le respect. Le respect, la puberté, tu sais, tous ces concepts-là que j'ai appris par moi-même vraiment plus tard. Fait que moi, mettons, je les ai appris par moi-même comme la majorité des gens de ma génération, tu sais. Mais je pense que ça serait une bonne affaire que plus jeune, on se fasse expliquer au moins la base. Okay. Le respect, le consentement, la puberté, puis qu'il y a des affaires qui sont correctes, il y a des affaires qui sont pas correctes, puis après ça, en vieillissant, on vit nos expériences et tout. Là, ça, c'est normal, tu sais, mais ouais. Comment tu t'es éduqué sexuellement? Parce que là, tu as dit par toi-même. Ouais, ben, tu sais, on s'éduque par soi-même, mais je veux dire, Masturbation est venue de où? Ben la masturbation. Quelqu'un, ton ami, qui t'a dit? La pornographie est arrivée quand? Ben, tu sais, je pense que c'est quand on est jeune, tu sais, je me souviens pas exactement, mais tu sais, je pense que quand on est jeune, maintenant, on fait des recherches sur Internet, puis on lit des affaires, puis on regarde des affaires, puis on est comme, ah, ça, c'était dégueulasse, ah, ça, c'était excitant, ah, ça, c'était ci, ah, ça, c'était ça. Puis à un moment donné, on est comme, ah, ça, j'aimerais peut-être ça l'essayer, ça, non, ça m'écoeure. Tu sais, fait que c'est comme, c'est des affaires qu'à un moment donné, tu développes tes désirs puis tes envies sexuelles, là, je pense, là, tes préférences, exact. Puis après ça, ben, tu sais, en vieillissant, plus vers l'adolescence, t'en parles avec tes amis, avec qui t'es plus proche. Hey, toi, j'ai essayé de faire telle affaire. Ah, OK, moi, j'aimerais ça l'essayer. Comment ça s'est passé? Est-ce que telle affaire, c'est overrated? Tu l'as déjà fait? Fait que, tu sais, je pense que c'est le même que je me suis éduqué, en fait. Puis je pense que c'est correct, là, parce qu'il faut vivre ses affaires puis il faut les essayer pour savoir si on aime ou on n'aime pas telle affaire. Mais en même temps, justement, je le répète, la base, tu sais, le consentement, moi, ça venait juste de soi qu'il faut demander le consentement, mais il y a des gens qui savent pas ça, tu sais. Fait que je pense que c'est important de le faire comprendre, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Puis, je veux pas rentrer en détail, j'en ai parlé beaucoup avec ma blonde. C'est un sujet très fragile. Mais tu sais, moi, j'ai eu des expériences dans ma vie à moi où est-ce que j'ai fait des actions que, inconsciemment, c'était mal, mais je le savais pas. Ouais, exact. Fait que, y a-tu quelqu'un qui peut m'éduquer, moi, mais là, je parle pas de moi, mais quelqu'un qui est dans la même situation que j'étais, qui existe en ce moment?
On peut-tu éduquer cette personne-là, puis comment on peut éduquer cette personne-là pour qu'elle ne se retrouve pas dans une situation où est-ce qu'elle crée du mal autour d'elle inconsciemment par rapport au sexe puis au consentement, de se faire violer ou de violer quelqu'un, violer respect. Je pense que c'est là que les réseaux sociaux sont rendus beaucoup plus actifs. Puis je pense que c'est important. C'est le côté positif des réseaux sociaux. Le côté positif, oui. C'est important de mettre en lumière les créateurs de contenu, les réalisateurs comme Philippe qui va parler de sujets tabous, qui va faire en sorte que les côtés de santé mentale, le côté sexualité et tout soient mis en lumière. Les créateurs de contenu qui ont quelque chose... Tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire, mais qui parlent de sujets tabous, des mettre en lumière pour que, justement, parce que, je veux dire, tous les adolescentes, les jeunes filles, les jeunes garçons sont sur les réseaux sociaux. Puis non, c'est pas tout du négatif. Puis c'est pas parce qu'une travailleuse du sexe fait ça dans la vie que, nécessairement, elle a juste ça à raconter. Qu'elle a juste ses tournages de films, elle a une histoire en arrière. Puis souvent, les gens oublient ça. Fait que c'est pour ça que Philippe, c'est ça qu'il met en lumière dans ses films. C'est la réalité de la vie. Je pense que c'est pour ça que tu t'es lancé dans tout ce qui est santé mentale, sexualité, parce que tu voulais passer un message. Puis le peuple québécois, le public québécois était peut-être pas prêt, hein? T'étais pas sûr au début. Ouais, j'étais stressé. Finalement, ça va être incroyable, là, ton année, parce que tous les sujets que tu as touchés, c'est des sujets que je pense que le 2 ans de réalité sur les réseaux sociaux, t'arrives dans le bon moment. Tu sais, c'est pas juste ça. Tu sais, je parle de travail du sexe, je parle de santé mentale, mais je parle de deuil, je parle de relations familiales éclatées, je parle de... Tu sais, il y a plein d'affaires. Puis tout, moi, j'écris beaucoup, puis je crée beaucoup à partir de trucs que je connais pas ou que j'ai pas vécu parce que je me lance dans des situations qui peuvent me rendre un peu plus inconfortable et tout pour en apprendre davantage. Mais, tu sais, c'est tous des sujets qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, tu sais. Fait que je vais aller toucher à plein d'affaires. Fait que si quelqu'un se reconnaît pas dans les scènes de travail du sexe ou dans les scènes de santé mentale, ils vont peut-être se reconnaître dans les scènes de confession chez la psychologue, dans les scènes de chicane de famille, tu sais. Fait que je pense que c'est l'ensemble de tout ça, là, aussi. C'est quoi l'anxiété pour toi? L'anxiété parce que là, pour moi? Je repense à ce que j'ai dit tantôt. Ouais. C'est très certainement, tu pètes des coches des fois. Là, je suis comme... Mais c'est quoi l'anxiété pour toi? Est-ce que tu pètes des coches ou tu pètes pas des coches, tu sais? Ben, l'anxiété en général, comment moi je le vis, là. Puis tu sais, je pense que c'est relatif, puis il y a tellement de monde qui vivent l'anxiété là aussi, là, tu sais, rendu en 2022, mais c'est vraiment un sentiment intérieur. C'est comme un mélange de stress, d'angoisse, de panique, là. C'est un mélange de tout ça qui me fait vraiment overthink sur tout, puis qui me fait remettre en question sur tout. Mettons quand je suis en crise d'anxiété, là, mettons, là. Tu sais, je vais avoir l'impression que là, mes amis m'aiment plus. Puis que là, après ça, mon film il sera pas bon puis que le monde, ils vont m'insulter. Genre, tu sais, c'est toutes des affaires que c'est pas nécessairement ça qui va arriver, mais que je pense juste à du négatif, là, tu sais. Fait que c'est d'essayer de se canaliser puis de trouver un genre de truc pour pas que ça arrive, en tout cas le moins souvent. Truc? Ben là, c'est pas des super bons trucs pour l'instant, je te dirais, là. La gourou? Non, pas la gourou, je te dirais. Prends pas de gourou. Tu sais, c'est une mauvaise habitude, je pense, quand t'es très anxieux, là. Tu sais, ça stimule ton corps et tout, mais je pense que c'est juste faut pas rester tout seul, je pense. Tu sais, passe du temps avec du monde, écoute un film à la limite. Genre, reste pas tout seul dans tes pensées parce que ça fait juste t'empirer, puis tu repenses par-dessus d'autres affaires négatives, puis ça fait juste grossir, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment, faut que je sois avec du monde, faut que, tu sais, pas boire d'alcool, tu sais, on s'entend que tout ce qui est consommation, alcool, drogue, ça crée de l'anxiété. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui prend de la drogue, mais tu sais, mettons, si j'ai viré une brosse la veille, c'est sûr que pendant une semaine, je suis dans la merde. Je fais de l'anxiété, puis... fait que c'est d'essayer de doser ces affaires-là, puis de... Anxiété, pas bien te sentir. Ouais. Pas bien me sentir, puis de tout trouver ce que tu fais, c'est de la merde, là. T'sais? Fait que mettons, dans tes films, t'as des fois des personnages qui se sentent pas bien. Toujours. Est-ce que tu laisses... Toujours? OK. Presque toujours, ouais. Parce que c'est ça ton focus, c'est la maladie mentale. Puis, est-ce que tu laisses passer tes opinions, tes idées, ou tu laisses ça abstrait, puis tu laisses les gens interpréter ce qu'ils ont à interpréter? Je laisse beaucoup libre interprétation. Libre interprétation. Ouais, puis la personnalité des personnages ne me rejoint pas toujours. T'sais. Là, je suis en train d'écrire, en ce moment, je suis en développement sur un prochain film, puis je suis en train d'écrire un personnage femme
qui est anti-avortement et misogyne internalisé, tu sais. Fait que c'est full délicat. Les limites exact, philosophiques. c'est full délicat. C'est touché aussi à aborder. Et j'ai déjà parlé avec une comédienne pressentie que j'aimerais caster, puis elle est full down de jouer ça parce que c'est complètement aux antipodes de ce qu'elle allait, tu sais. Fait que ça va être full intéressant. Fait que je pense que d'aller chercher des affaires qui me trigger moi-même puis de les mettre de l'avant, c'est vraiment un exercice qui est intéressant, tu sais. OK. Ouais. Est-ce que c'est ça l'éducation? Voici mes problématiques, je partage mes problématiques avec les autres. Ouais, peut-être. Vous allez peut-être passer par ce moment-là. Ou moi, j'ai passé par ce moment-là, puis voici ce que j'ai fait. Tu sais, mettons, mettre de l'avant un personnage, une femme anti-avortement, mettons. Clairement que c'est pas ça ma vraie pensée. Mais ce monde-là existe. Puis il faut le savoir, qu'il y a du monde de même, puis que ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Fait que, ouais. Donner une voix, ça a vibré là-bas, là. Ouais. C'est le bon mot. Il faut savoir donner la voix à tout le monde, même si ça te fait sortir de ta zone de confort, même si c'est pas ta façon de penser à toi, parce que ta façon de penser à toi, c'est pas nécessairement tout le temps la seule façon de penser au monde. Ouais. Mais la zone de confort, c'est quelque chose que j'aime pas tant que ça. Faut sortir de sa zone de confort. C'est vraiment important de sortir de sa zone de confort. Mais il faut avoir des points d'ancrage. Ouais, ben oui, absolument. Parce que si t'as pas de point d'ancrage, t'es qui? Ouais, mais il faut que t'aies des trucs où t'es bien, où t'es à l'aise. Oui. Il faut être dans son confort souvent, là, mais je veux dire, c'est important de sortir de sa zone de confort puis de peut-être regarder un film que tu sais que ça va te choquer ou de faire, tu sais, je sais pas, t'as peur des hauteurs puis tu vas sauter en parachute. Tu sais, juste des affaires de même qui font que tu as vécu quelque chose qui t'a sorti de ta zone de confort puis que tu vois comme un autre côté de la vie, là, en général. Là, tu sais. Fait que si le film d'horreur que vous vouliez pas écouter, écoute-les. Ouais, mais tu sais, non, mais je veux dire, il y en a qui ont des phobies, là. Tu sais, je veux dire, j'aime vraiment pas les araignées, je vais pas faire exprès d'aller flatter des tarentules, là, tu comprends? Mais genre, j'ai peur des hauteurs, puis j'ai sauté en parachute 2 fois, puis j'ai vraiment aimé ça les 2 fois, puis j'ai encore peur des hauteurs, fait que c'est un thrill à chaque fois, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant comme expérience aussi de le vivre, là, tu sais. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Je pense que ça crée un genre de... Je sais pas ce que ça crée, mais ça... Premièrement, je pense que ça l'éduque. Justement, tu sais, là, je parle justement d'une femme anti-avortement, mettons. Ben, je vais lire là-dessus, je vais parler avec des gens, fait que ça va m'éduquer. Ça va me donner des connaissances. Sortir de sa zone de confort, c'est juste aussi pour... Maladie mentale, est-ce que ce serait une fermeture mentale? Puis là, sortir de sa zone de confort, ça serait ouvrir son mental. C'est quoi une maladie mentale par rapport à la zone de confort? Comment tu vois ça? Ces deux choses-là en contraste. Moi, la maladie mentale, en général, ne me sort pas de ma zone de confort. Je suis vraiment quelqu'un qui est ouvert, justement. Tu sais, je parle de travail du sexe, je parle de santé mentale. Vraiment, c'est ça mon sujet principal. Puis je pense que ça me sort pas de ma zone de confort parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse profondément puis qui me fascine. Fait que j'ai juste envie de le mettre de l'avant et de développer là-dessus. Puis il y a peut-être des gens qui, eux, sont pas à l'aise avec ça, qui vont écouter mon film puis qui vont faire « Ah, OK, c'est ça la réalité de telle affaire ou de telle affaire. » Fait que là, je suis plus confortable ou je comprends plus telle affaire, tu sais. Ouais. Tantôt, j'ai entendu mettre en lumière. Ouais. Mettre en lumière. C'est quoi mettre en lumière? Mais juste... avant que vous partiez là-dessus, moi, un point que je trouve intéressant à amener de ce genre de film-là, c'est d'avoir de la compassion pour les gens qu'on ne comprend pas aussi. Même si leur situation est comme... De ton côté, tu es comme « Oh my God, je ferais jamais ça de ma vie. » Mais tu as de la compassion pour cette personne-là parce qu'elle, c'est comme ça qu'elle vit, c'est comme ça qu'elle a été éduquée. Ou si on parle de travail du sexe, c'est de mettre en lumière que c'est pas tout le temps fugueuse. C'est pas tout le temps... Exact. Puis je dis pas que c'est une mauvaise chose. Au contraire, non, parce qu'il y en a des affaires qui virent mal, il y en a des situations comme ça. C'est mon point que j'allais dire. C'est comme... Il faut voir les deux côtés. Puis la petite fille de 15 ans qui a décidé qu'il voulait faire ça de sa vie, mais peut-être qu'elle va faire « Oh my God, OK, peut-être que finalement, si je veux faire ça, il faut que j'aille vers les bonnes personnes, il faut que je fasse les bonnes choses et non nécessairement prendre n'importe quelle opportunité qu'il y a devant moi, tu sais. Une petite fille de 15 ans qui regarde les réseaux sociaux. Je dis pas que la prostitution, tu devrais commencer ça à 15 ans. Non. C'est pas ça. C'était pas ça mon point. C'était plus genre, plus tard, elle veut devenir danseuse, ben au moins, elle va savoir les non, mais tu les sais, deux je côtés veux de la médaille. dire, si vous avez 15 ans, changez de podcast, là, tu sais, mais... Ouais. Mais tu sais, juste moi, mettons, sur mes réseaux, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, moi, j'ai quand même... tu
sur TikTok beaucoup de mamans, de jeunes filles qui me suivent. Puis au début, c'était genre, il était comme, je veux pas que ma fille te suive. Puis finalement, je fais énormément de live où ce que je parle de ça. Puis finalement, quand que tu m'écoutes, puis t'écoutes de la bonne façon, comment je l'explique, tu comprends que mon but, j'ai moi-même une fille de 13 ans, là, tu sais. Mon but, c'est pas qu'elle s'en aille, genre, dans la prostitution, loin de là. Mais quand t'écoutes, tu fais comme, ben, si jamais ma fille l'écoute ou écoute le film La Purgatoire, puis qu'elle voit la réalité, ben, elle aura pas le goût d'aller là-dedans. Tu sais, parce que même quand moi, je le faisais de moi-même, c'est pas toujours rose. C'est important, c'est ça qu'il faut qu'on mette en lumière. Puis c'est ça que Philippe, encore une fois, met dans ses films en lumière chaque fois. Puis tu sais, je peux pas trop en parler parce que le film n'est pas sorti, mais tu sais, je donne un genre de mini détail scoop, là, entre guillemets. Tu sais, il y a une travailleuse du sexe qui est enceinte de 8 mois. La comédienne était enceinte de 8 mois, pour vrai. Puis... elle a accouché sur le tournage. Elle a accouché le lendemain de sa dernière journée. Ouais, c'était vraiment intense. Puis... on avait peur, justement, parce qu'on était comme ça à la couche, on était un peu dans la merde, mais ça s'est bien passé, on la salue, mais... l'histoire du film. Tu sais, c'était important. Il y a comme deux volets dans ce personnage-là, qui n'est pas si important dans l'histoire du film, mais quand on la voit, il y a deux volets qui sont importants. Premièrement, le travail du sexe en étant enceinte, ça se peut, ça existe, il y a des hommes ou des femmes, mais majoritairement des hommes qui sont excités par des femmes enceintes et tout. Puis elle a fait ce travail-là parce que, il faut qu'elle nourrisse son enfant quand il va naître, là, tu comprends? Fait que ça, c'est une réalité. Après ça, c'est aussi la comédienne elle-même qui a dû se regarder être enceinte et habillée sexy alors qu'elle avait accouché. Fait que là, la perception de son corps était différente. Fait que, genre, il y a vraiment plein d'expériences là-dedans. C'est autant le spectateur qui écoute le film, autant la comédienne qui a vécu le tournage, qui a vécu quelque chose, tu sais. Puis on l'a vécu avec elle. Là. Moi, j'ai suivi sa grossesse, là. Tu sais, tout le long, là, elle a passé l'audition, elle était enceinte d'1 mois, genre. Puis après ça, on a fini de tourner par la coucher. Fait que c'est comme c'est très humain aussi, je pense, là, comme processus. Là, ouais. J'ai vraiment dérogé avec ça, mais c'est ça. Non, ouais. c'est parfait. Everything's perfect. Pour revenir à une petite fille de 13 ans, ouais. Ça se peut qu'en voyant ton film, elle ne veuille pas aller dans ce travail-là. Mais peut-être que oui. Puis là, est-ce que c'est son goût à elle ou c'est... OK, mettons tu fais un film puis tu montres ça tout beau. Hey, c'est tout beau. Ouais, hey, c'est super beau. C'est 100%. Tu sais, est-ce que tu vas faire des films comme ça, idéalistes? Non. Ou des films réalistes? Non, très réalistes. Est-ce qu'il y a des scénaristes, réalisateurs qui font des films idéalistes? Probablement. Puis là, ça a des problématiques, peut-être? Probablement. Pretty Woman? Ouais. Avec Julia Roberts. Mais tu sais, c'est un film, tu sais, c'est scénarisé, ça a été ça le film, mais tu sais, c'est pas... Ça dépend, tu sais, peut-être, là, ce film-là, je crois vraiment pas que c'est ça, mais il y en a peut-être qui se veulent sarcastiques aussi, mais je pense pas que c'est le cas de ce film-là, mais non, faut pas trop que ça soit idéaliste, je pense. En même temps, c'est mon opinion. Puis, tu sais, moi, je suis pas travailleur du sexe, fait que je connais pas tout, là, tu sais, j'ai pas la connaissance infuse là, de ça, là, mais c'est un combat que j'ai choisi, tu sais, puis que j'ai eu envie de défendre, puis parce que justement, j'ai des amis comme Marie-Maxime qui sont là-dedans, parce que j'en connais qui s'en sont bien sortis, parce que j'en connais que ça a mal viré, tu sais, c'est tout ça, là, tu sais, fait que je pense qu'il faut montrer la réalité. Il y en a qui vivent de ça, qui font du cash, qui sont bien, qui ont des enfants, qui ont un chum, etc., puis tout le monde est au courant, puis tout le monde est à l'aise avec ça. À l'inverse, il y en a qui l'ont jamais dit à leurs parents, qui vivent des agressions sexuelles très souvent. Tu sais, il y a vraiment plusieurs réalités, puis sont toutes dépeintes dans le film. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui est important aussi. Tu sais, t'es une petite fille de 22 ans même. Peut-être pas une petite fille rendue là, mais quand même. Puis ton père te regarde nu. Premièrement, c'est très malaisant. Là. Tu sais, c'est-tu la faute du père ou c'est de la faute de la fille? Est-ce qu'on met la faute sur un des deux? Je pense qu'on met la faute. Je pense qu'on met la faute sur le père un peu. Là. C'est vraiment wack qui regarde sa fille se prostituer ou être escorte ou être actrice porno ou peu importe. Après ça, la fille, c'est son choix, sa décision, puis c'est sa vie à elle. Là. Le père, après ça, c'est vraiment malaisant. Là, tu sais. Si jamais mon père regarderait mon OnlyFans, demandez-vous donc qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune. Mettons, ça serait spécial. Mais je pense que moi, j'étais dans le domaine,
J'étais dans le domaine de la prostitution, puis je peux te dire que j'en ai vu de tous les milieux sociaux. Les gens ont tendance à toujours penser que c'est des jeunes filles qui viennent de mauvaises familles, puis il faut arrêter d'avoir ce préjugé-là parce que ce n'est pas vrai. J'ai travaillé avec des jeunes filles que les parents avaient des grosses maisons, des gros châteaux, des gros avocats, juges et compagnie. C'est l'éducation, c'est une chose, puis ce que tu prends comme chemin de vie, c'en est un autre. Puis c'est pas toujours des jeunes filles qui viennent de milieux défavorisés. Puis si vous saviez comment que vraiment pas. Tu sais, la manipulation, les pimps, c'est très, très, très présent. Puis quand tu as 14 ans, ben, tu es très manipulable, que tu sois millionnaire ou pas. Tu comprends? Fait que c'est un milieu qui a de tout. Puis c'est même pas une... C'est irréaliste même. Oui, puis c'est ça. Puis là, je parle de ça avec une aisance plus que quand j'ai commencé à écrire le film aussi parce que je me suis full renseigné. Puis justement, elle a été là pendant mon processus. Puis elle me l'aurait dit s'il y avait des affaires qui auraient été moins crédibles ou qui auraient peut-être moins passé et tout. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais... Do it. Ben, en tout cas, il y a une scène de sexe là, dans le film qui est quand même... une scène de sexe genre un peu hard, là, puis c'était très délicat à tourner et tout. Puis quand elle a vu la scène, elle était genre, ça n'a pas de bon sens, genre à quel point c'est ça. Tu sais, la fille, j'ai pensé à tous les détails. T'sais. La fille, elle s'assoit après avoir eu sa relation sexuelle, elle prend le Kleenex, elle s'essuie. C'est toutes des affaires qu'on voit pas. Ouais. Puis je me souviens que tu avais accroché là-dessus, tu sais. J'avais accroché là-dessus parce que c'est vrai que, tu sais, quand tu finis... C'est la première affaire que tu fais quand tu fais client. Tu t'essuies parce que c'était le détail. Je pense que c'est le détail qui rend crédible. C'est vraiment niaiseux. Mais c'est là. Ça vient de... Pour moi, ça venait de monter la crédibilité du personnage. C'est pas vrai que tu as eu une relation sexuelle complète, tu te lèves et tu fais ta vie, tu sais, genre, tu t'en vas dans la salle de bain. Je sais pas, là, tu sais. Ouais, tu te prends une douche. Ça doit dépendre de toutes les personnes, mais je veux dire, tu t'essuies au moins, là, tu comprends? Là? Ouais. Fait que, genre, je pense que c'est des détails qui sont importants, là, parce que, genre, c'est ça, la job. Tu comprends? Fait que, genre, je pense que c'est important de montrer la vraie affaire, là, tu sais. OK. On va faire quelque chose. University. Ouais. Tu es ta propre université. Moi, ça? Oh boy. University. OK, Mais c'est ouais. toi qui vas t'éduquer. C'est tes expériences à toi, c'est tes connaissances à toi. Ouais. Le petit chapeau, la science, le bonhomme qui médite, la spiritualité. Comment connecter la science et la spiritualité ensemble? Puis, avant que tu répondes, je te donne la place, on échange, puis vous discutez de ça. Ah! T'étais pas prête à être filmé, hein? Salut! OK. Fait que... Ben là, il faut que tu me répètes ta question, là. La science et la spiritualité, comment connecter les deux? Puis le micro, si tu peux le mettre un petit peu plus proche de toi. Plus proche, parfait. Oui, comme ça. Fait que c'est votre podcast. C'est notre podcast. Alors, la science et la spiritualité, comment connecter ça ensemble? Ben, tu sais, je pense que c'est vraiment deux choses qui sont vraiment différentes, mais pas tant différentes, en fait. Là, parce que, je veux dire, il y a plein de trucs scientifiques puis des trucs, mettons, astrologiques, entre guillemets, là, qui vont matcher ensemble, genre. Tu sais, moi, je suis full astrologique, là. Je sais pas si tu crois ça, là. Ben non, mais c'est beaucoup de gens, en général, parlent de ça. Tu te fais souvent demander par les gens, c'est quoi ton signe astrologique? Ouais. Puis il faudrait que je m'éduque un petit peu plus sur ce sujet-là, pour vrai. Là, Genre, moi, je crois à ça. Tu sais, mettons qu'on est dans l'optique que ça se peut, là. Genre, tu sais, moi, je suis Gémeaux, mettons. Fait qu'en même temps, tu me parles, toi, moi, je suis Cancer. Tu fais comme, OK, c'est pour ouais. ça. Mais tu sais, mettons, moi, je suis Gémeaux. Fait que je suis très, genre... dans le vent, là. Tu sais, je suis un peu... je suis un peu désorganisé, je suis un peu flyé, je suis un peu... Okay. Mais je suis très ouvert et tout. Puis en même temps, ma lune, là, si vous connaissez l'astrologie, c'est Taureau. Fait que c'est ça qui me ground à terre, puis c'est ça qui permet de faire des films, puis c'est ça qui fait que finalement, je suis organisé dans tout ça, là, tu sais. Fait que, Taureau, c'est organisé? Ben, moi, je trouve que c'est quand même terre à terre. OK. Ouais. Les signes de terre sont très organisés. Moi, je suis vierge. OK, Puis je peux te confirmer que les signes de terre mais moi, sont très organisés. Je suis air ascendant air, lune terre. Fait que c'est sûr que ça me... Je suis plus dans le vent que je suis groundé, là, mais tu sais, je suis quand même... Il va falloir qu'on en parle plus de ça. Là. Ouais. OK, fait que là, on parle d'éléments naturels. Ouais. Feu, Non, mais eau, où j'allais avec ça, c'est que, tu sais, mettons, air. la science va... Mettons, je sais pas, la génétique et tout ça, ça va définir la personnalité d'une personne, selon la science. Alors que...
le DNA, mettons. Ben, l'astrologie scientifique, définit regarde aussi le DNA. la personnalité d'une personne, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouve que la science et la spiritualité se connectent à ce niveau-là, tu sais. Ouais. Genre, ça, c'est comme le truc, ça m'a fait penser à ça, mettons. C'est vrai. Moi, je peux pas trop élaborer sur le sujet, sincèrement, mais je suis d'accord vraiment avec ce que tu dis. T'sais, tout ce qui est astrologie, moi, c'est pas full mon créneau, mais je pense que quand dans le sujet qu'on parlait, quand on relie les deux ensemble, ben c'est là qu'on vient chercher tous les genres de personnes. Puis les gens, des fois, c'est pas leur créneau à eux, c'est pas ce qu'eux pensaient, mais quand on ouvre sur le sujet, mais là, les gens se sentent captivés par, puis là, ils vont rentrer, puis ils vont faire comme « Ah, OK, ouais, j'étais pas d'accord avec ça, mais finalement, oui, ça m'interpelle, dans le fond, parce que... » Fait que c'est ça. Ouais, mais tu sais, aussi, je m'en vais à une place, là, tu me le dis si je suis trop intense, mais... Regarde, nous autres, mais Go for J'ai it. juste à dire, là, le podcast ici, il n'y a pas de Pas de règlement. de règlement. Là. Non, mais dans le sens we que... have fun. OK. Non, mais tu sais, dans le sens que j'allais dire que, tu sais, mettons, la spiritualité, c'est très, genre, par rapport aux expériences des gens, par rapport à nos pensées, nos croyances, tout ça, alors que la science, il y a des études qui démontrent des trucs. Moi, j'avais observation scientifique et subjectivité, des émotions subjectives, le monde intérieur, le monde extérieur, la polarité, feminine energy, negative. Mais tu sais, je pourrais pas te répondre... masculine energy. Je pourrais pas te dire, genre, qui a raison. Ben, tu sais, la deux, science a raison, les ils ont deux. des études, il y a des recherches Mais qui il y a sont quand faites. même des gens qui défient la science. Fait Ben que, oui. tu te dis, finalement, il y a toujours Ouais. un... C'est-tu vraiment ça? Ou, tu sais, on croit à la science parce que, tu sais, je veux dire... Mais Mais c'est pas une joke, là. Il y a du monde qui pense encore que la Terre est plate, là. Tu comprends? Ces gens défient la science. oui, c'est exactement. Ouais. Tu sais, puis il y a beaucoup de Et monde moi, qui j'ai fait veulent ça. défier la science dans la vie. Toi, tu penses que la Terre est plate? Non, mais j'ai questionné. Ben, Ok, rendu là, je le questionne encore parce que j'ai pas étudié la mathématique, la physique. Les seules choses que j'ai, c'est une image de la planète ronde ou des images Oui, de tout est une galaxies. question Fait que d'image oui, je ou le doute de ce encore, que- la science. Ce que quelqu'un a dit Ouais. ou ce que quelqu'un a fait. Si nous autres, on n'est Mais- pas allés dans l'espace. Mais on là. n'est pas allé. C'est Ouais. exactement. Fait est-ce que c'est vraiment comme ça pour vrai ou c'est Ouais. des images qui nous mettent? Fait que je pense que ça peut être. Tout peut être imagé. Ben, il y a plein de D'après ce théories, qu'on là, voit plein de dans théories, nos- ouais, il y a des tu sais, théories. comme... Gros vidéo editing. Il y a genre Truman Show. toutes les photos qui ont été prises de l'espace, c'est toutes des montages, mais Ouais. ça en même temps à quel point, là. Non, tu sais, c'est ça. Ouais. Ça Exact. se peut. Ben, rien n'est impossible Ben, tant qu'on c'est n'a ça. pas la Mais- preuve 100% Mais pour claire moi, que... tout est une question de perception. On dirait Ouais. que, tu sais, comme notre cerveau image les choses. Puis je pense que. Je pense que moi puis toi, on voit pas les, tu sais, on voit pas les choses de la même manière parce que notre cerveau perçoit pas les images Exact. de la même manière. Quand tu écoutes une personne parler, ben la personne qui parle, ma perception, moi je peux l'avoir entendue d'une certaine manière, mais toi ça veut dire que mon cerveau puis ton cerveau ne perçoit pas les choses. Ça veut dire que On est tous des malades mentales. ben, moi je suis Hey, vraiment non, ça, c'est vraiment une affaire, c'est vrai. Oui, Moi, je pense ben que... oui. Hey, là, j'espère que je vais pas me faire lancer des roches, là, mais genre, je pense... Si c'est bien contextualisé. J'ai vraiment entendu ça, puis j'ai parlé de ça récemment, puis genre, je pense qu'on est comme un peu tous schizophrènes, Ouais. c'est juste que ça s'est pas déclenché. Et voilà. là. Tu sais, je veux pas dire ça dans le sens que genre on est tous schizophrènes puis je dédramatise ça, là, c'est pas ça, mais c'est genre que, tu sais, je pense vraiment qu'on a toute la capacité On de a toute développer facette. ça, tu sais, fait que genre, ouais, c'est ça. Ah, c'est beau ce que tu viens de dire. Mais tu sais, On a J'ai toute la des capacité. nouvelles images qui me Mais popent c'est en tête. Je suis exactement comme, pour ah, ça. ok, Ouais. je peux donner schizophrène puis je serais quand même chill. pareil. Non, non. non, mais c'est pour ça que Je joue avec les cordes. c'est pour là. ça Ouais. que quand on parle de sujets comme la santé mentale, c'est important de ne pas rendre ça tabou parce que c'est important de savoir que tout le monde, du jour au lendemain, peut avoir un élément déclencheur parce que je pense qu'on a tous quelque chose dans notre cerveau. En tout cas, là, moi, j'ai pas été garde. Je me prends pas pour... On n'est pas des psychiatres, là, on n'est pas des on psychiatres élabore ici, là-dessus. regarde, on le sait tout, hein, on m'a écouté. Mais je pense qu'il y a tous des éléments déclencheurs qui peuvent faire en sorte que tout le monde peut vivre une dépression, Ben oui. peut péter une psychose. Tu sais, comme moi, mettons, c'est pas moi le sujet du podcast, mais c'est juste, pareil, faire une parenthèse. Ma première peine d'amour, j'ai déclenché des psychoses émotives. c'est ça, j'allais ce que dire. j'avais jamais fait. Oui, c'est dû à ma consommation de drogue que j'avais fait beaucoup auparavant, mais ça peut déclencher n'importe qui. Fait que c'est important d'en parler parce que on a tout un petit quelque chose qui tourne pas rond dans notre cerveau, tu sais, on va se le dire. Ben, tu sais, comme... On échange de place? On échange de place. Good. Je te remercie. Merci beaucoup. Hey, merci d'être passé, c'était super. Tu sais, il y a comme... je me souviens plus ce que j'allais dire, par exemple. On improvise. On improvise. OK. Mais on disait que Vas-y. tu sais, tout le monde a cette capacité de développer ça.
Mais je me souviens plus ce que je voulais dire. Ça va me revenir. Capacité à développer la schizophrénie. Ouais, ben en fait, c'est ça, tu sais, je veux une dire. hypersensibilité. Ouais, ben. Entendre des voix. Tu peux penser que toi, t'es la personne la plus saine, avec la vie la plus rangée et avec le moins de drame. Mais du moment que tu vas vivre une séparation, peut-être que tout va éclater. T'sais. Genre, on ne sait pas. Genre, fait que c'est pour ça que ton cerveau, là, tu ne sais pas à quel point tu peux être fragile tant que tu n'as pas vécu le truc qui va te rendre fragile. Fait que je pense que c'est jamais. Faut jamais prendre pour acquis que tu vas être en santé et que tu vas genre être sain jusqu'à la fin de ta vie. Tu sais, le podcast que je viens juste de rouler avant, j'ai parlé du fait que j'ai fait à un moment donné 9 grammes de moche. Puis j'avais peur de tuer ma blonde. J'avais peur de me tuer moi-même. J'avais perdu tous mes points de repère. C'est ça, c'est pas nécessairement juste... tu sais, quand on a dit le mot schizophrène, mais c'est pas nécessairement juste ça. Ça peut être une psychose, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi peut se déclencher du jour au lendemain. Exact. Tu tombes sur la tête. Puis il y a quelque chose qui se déclenche en toi. Fait que je vais pas dire à 100%, je suis à 100% d'accord avec ça parce que je sais pas, je suis pas une psychiatre. Mais vis ta vie au maximum, maudit. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain. Moi, c'est ça mon point que je voulais dire avec ça. Là. Pour la recherche scénaristique de mon premier film, Lorsque le cœur dérange, qui parle de psychose, la comédienne principale, Rebecca, et moi, on est allés à l'Institut québécois de la schizophrénie à Montréal, puis on a rencontré le père aidant, fait que la personne qui est guérie d'une schizophrénie qui est là pour aider comme les autres patients. Tu sais. Puis lui, il me racontait, ça n'a pas de bon sens. Là, il était dans une bibliothèque, il fouillait toutes les bibliothèques de la ville de Montréal. Il cherchait le livre qui allait sauver la planète de la fin du monde. Là. Il était complètement déconnecté, puis il cherchait absolument ça. Puis à un moment donné, il y a un policier qui l'a vu, puis il a fait comme toi, ça va pas. Là. Il l'a emmené à l'hôpital, puis finalement, ils l'ont comme traité et tout. Mais tu sais, quand ça se trouvé son livre? Non, il n'a pas trouvé son livre. Mais tu sais, quand bon film. Puis ça fait qu'il était persuadé, puis pour lui, ça, c'était la vérité. Fait que genre, c'est intense, là, tu sais, quand ça arrive. Là. C'est, mettons, la situation avec ma blonde, j'étais convaincu, je m'étais convaincu moi-même, dans ma tête, dans mon mental, que si je m'endormais live, elle allait me tuer pendant que je dormais. Fait que là, c'était soit que moi, je me fais tuer ou moi, je tue. Mais ça, c'est de la paranoïa. Mais c'est la paranoïa. La paranoïa est jamais fausse, dans le sens où, même si tu penses que tu es le meilleur partenaire du monde, il y en a là, qui se font tuer par leur conjointe. Là, tu comprends? Genre, c'est pas impossible, puis la personne, elle n'aurait jamais pensé se faire tuer. Là. Tu comprends? Fait que je pense que c'est important d'avoir, genre... C'est important, de mettre de la lumière sur ce qu'on dit en ce moment. Non, mais commencez pas à paniquer là, à chaque fois que vous allez voir votre cousin en pensant que c'est un tueur, là, mais dans le sens que, genre, c'est toutes des affaires qui sont jamais impossibles. Réel. Fait que, genre, faut être conscient de ça. Là, c'est bizarre là, ce que je dis, mais c'est ça pareil. Est-ce qu'on... La pilule bleue ou la pilule rouge? Tu sais? Ouais. Elle dit les deux mélangés. Moi, je suis un cordonnier mal chaussé, j'ai jamais écouté La Matrice. Amon, tu peux laisser le micro... Ouais, tu peux le laisser comme ça, pas de trouble. J'ai jamais écouté La Matrice, ouais. T'as pas écouté la Matrice? J'ai pas écouté Harry Potter non plus. Pas grave. Moi, j'ai pas écouté... Toi non plus? Ah, yes. Il y a bien des films que j'ai pas Tout le monde m'insulte quand je dis ça. Ouais. Moi, c'est Lord of the Ring ou Star Wars. Star Wars, j'ai écouté, par contre, j'aime bien. Ouais. Ah, t'as pas écouté ce film-là? Non. Il y a des films que t'as pas écouté que moi j'ai écouté? Mais c'est sûr. C'est quoi le jugement, se juger, parce que nos réalités sont différentes? Genre, j'écoute les Marvel, mettons. Ouais. Mais je suis pas passionné, là, mais genre, je les suis. Les Dragon Ball. Je sais pas c'est quoi, ça. Ben, je sais c'est quoi, mais de nom. Ouais, genre un animé. Les goûts sont dans la nature. J'aime pas les animés. Les goûts sont dans la nature. Les goûts sont dans l'astronomie. Ouais. Mais je pense que l'astrologie change les goûts. Toi, t'es taureau? Non, toi, t'es taureau. Cancer. Toi, ma blonde en sait plus sur... mais t'es cancer, fait qu'il doit souvent brailler. Ouais, quand je pleure en tabarnak. Lui, il se filme puis il met ça sur Instagram. C'est sûr que t'es une Instagram. sensible. Je me filme en train de pleurer puis je mets ça sur Instagram. C'est vrai? Je normalise ça. Puis le lendemain, j'étais en train de rire puis je chante puis
Je montre les extrêmes, c'est Mais ça la moi, réalité. j'étais pareil. Puis les gens, ils disent, mais pourquoi j'ai besoin d'extérioriser Tu sais, il y a des gens qui trouvent ça cave. Mais Tant pis pour eux autres. Tant pis pour eux autres. Regarde pas les stories, je m'en fous. Ma grand-mère, elle me l'a dit 3 fois. Arrête, je suis pas capable de regarder ça. Il se veut que je fasse. Non, mais il y a des gens, puis c'est bien correct, mais il y a des gens qui sont comme, hey, je suis pas tout seul là-dedans, puis moi, tout, je suis up and down, puis moi aussi, tu sais. Merci de Fait partager exact, ça. tu sais, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui s'en foutent pas, puis c'est bien correct, puis ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Je pense qu'on est plus ouvert, les Gen Z, ou les gens qui ont grandi avec YouTube. Oui, mais je pense que c'est un couteau à double tranchant, cette affaire-là. Eh boy, oui, c'est pour ça que... Et où la limite? Oui, je sais pas où la limite, mais la limite est très mince, en tout cas. Puis est-ce que explorer les limites, c'est la limite à ne pas faire? Ça dépend quoi, là? Ça dépend, parce que j'imagine que les gens ont des limites différentes. Exact. T'sais, la tolérance, c'est pas pareil pour tout le monde. Là. Puis c'est la plateforme qui décide quoi sensoriser. Qui prend les décisions de l'algorithme? Tu sais, comme elle, mettons, là, elle n'a pas le droit de faire de la promo de son OnlyFans sur Instagram parce qu'ils vont tout bloquer. Ben, si t'es pas content, vas-y direct sur son OnlyFans puis tu vas le voir son contenu. Exactement. Là, puis, tu sais, les limites sont différentes pour chaque personne. Puis, je pense que tu atteins ta limite à toi sur certaines choses. Puis, ben, c'est sûr, sur les plateformes, regarde, TikTok, Instagram, on peut pas faire de promo sur le travail du sexe. Mais non, mais il y a des enfants là-dessus. Va sur Twitter, par exemple, tu peux carrément mettre ton film. Fait que, tu sais, les limites sont là. Il faut apprendre les limites. Puis, quand tu es intelligent, quand tu veux grandir puis grossir dans ces affaires-là, ben tu apprends à connaître les limites de chaque plateforme. En ce moment, j'ai une opportunité, moi et ma copine, je dirais, on a une opportunité de travailler avec quelqu'un qui travaille dans cette game-là de création de contenu OnlyFans et de distribuer du contenu, exemple, sur TikTok ou Instagram. Mais là, c'est... Attends une minute. On va-tu jouer dans cette game-là, moi, là? Tu sais, c'est-tu... Hey, what's up? Ça va bien, toi? En ce moment, on record déjà, puis on en a un autre à 1h. Good? Perfect. Fait que c'est ça. Ouais, t'as dit, je sais pas si je vais aller là. Ouais, est-ce que tu vas là, tu sais? Pour côté de ton podcast, tu parles, mettons, inviter des gens qui ont des OnlyFans? Non, ça, mettons, c'est promouvoir sur non, les réseaux sociaux. Mettons ton TikTok, je peux aller voir ton TikTok. Est-ce que c'est toi qui danses à moitié tout nu, puis là, tu montes tes fesses, puis là, tu veux attirer les gens vers OnlyFans, ou c'est de l'éducation? Sur d'autres choses. Oui, je fais des danses dans mon salon, mais je pense que toutes les filles qui font de la promotion sur le côté d'OnlyFans et tout, ben ils se font supprimer leur compte. T'sais, moi, mes comptes, je les ai trop à cœur. Je les ai travaillés trop longtemps. Fait que je fais attention. Il y a des plateformes comme Twitter, Facebook que tu peux un peu plus... mais c'est ça, Instagram puis TikTok, c'est pas ça. Moi, j'ai connu Marie-Maxime sur TikTok et son contenu était vraiment jeunesse là, au début. Là. Ben, je suis encore vraiment jeunesse, dans le fond. Jeunesse, vous voulez dire quoi, jeunesse? Ben, genre, c'était des enfants, là. Okay. Genre 12, 13, 14, là. Ouais. Qui la suivent. Ouais. Puis c'est pour ça qu'elle promouvoit pas ça, là, tu sais, je veux dire. Exact. Tu sais, comme, mettons, Philippe, il pourrait promouvoir son film de travail du sexe sur TikTok parce que c'est pas de la promotion, ce n'est pas de la sollicitation. Ouais. C'est un court-métrage, dans le fond, un film. Fait que c'est pas du tout la même chose. La plateforme est intelligente. Ben, en fait, c'est que, genre, en plus, c'est que le film, il parle même pas de ça principalement. Tu sais, je pense que les médias en ont fait vraiment un gros plat. Parce que c'est comme tabou, justement, puis que, genre, là, quelqu'un en parle enfin, tu sais, mais en même temps, c'est sur le film, il est 1h36, peut-être que 15 minutes de travail du sexe, là. Genre, en tout et partout. Quand tu veux dire les médias, dans le fond, les médias ont écouté ton film? Ben, ils sont venus sur le plateau. Comment ça fonctionne? Si tu m'expliques un peu... Ben, le Journal de Montréal est venu sur le plateau, puis l'article, le gros titre, c'est genre... C'est-tu toi qui as invité le Journal de Montréal? C'est mon équipe de presse. Qui s'invite ou... Ton équipe de presse? Oui, qui s'occupe d'inviter des médias. Mais en fait, genre, tu sais, ils sont venus sur le plateau, ils m'ont fait une entrevue et tout. Puis après ça, le gros titre, c'était « Le purgatoire des intimes, oser dépasser les limites ». Fait que l'article est sur le fait que ça parle de travail du sexe, mais je suis genre... Parce qu'ils sont venus à une des journées où on tournait dans le salon de massage érotique, mais tu sais, c'était 3 jours de tournage sur 22, là. Fait que eux autres, c'était ça leur article. Fait que je suis comme, c'est pas ça le film. Aussi, mais je pense que les gens s'attendent à avoir un film d'escorte genre à 100%, mais c'est vraiment pas ça. Là. Okay, je comprends. Quand la bande-annonce va sortir, je pense qu'il y a genre 2 secondes là, qu'on voit une escorte. Là, mais tu vas attirer l'attention du monde avec le sujet le plus tabou de ton film pour qu'ils viennent voir ton film. Exact. Tout est dans le marketing aussi. Là. Ouais. On va se le dire. Là. Fait que le marketing, jusqu'à où on le pousse, jusqu'à où on va
profondément dans la psychologie de la personne pour qu'elle interprète des choses qui ne sont pas réelles, mais qui sont idéales à ses préférences à elle. OK, je t'explique une affaire. Parce qu'il y a comme eu un débat. On a-tu du temps encore? OK. Il y a comme eu un débat. Ça n'a pas été un gros débat, mais genre, je me suis fait un peu insulter parce que j'ai divisé mon casting en 3 catégories. J'ai casté des comédiens connus qui ont de l'expérience pour mes personnages principaux. J'aimerais peut-être ça te faire rencontrer quelqu'un aussi, Guillaume Vidal. Mais vas-y, continue. Je pense que je connais son nom. Il y a Normand D'Amour dans mon film, Sonia Vachon, Brigitte Lafleur, Anne Casabonne, Sonia Vachon, je l'ai dit, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Bergeron. Il y en a vraiment beaucoup qui sont très connus. Après ça, je suis allé chercher des nouveaux comédiens qui sortaient des écoles de théâtre parce que du monde qui sont super bons, qui n'en ont pas de contrat, il y en a plus. Là. Fait que c'était important de mettre ça de l'avant. Fait que Laurence Boileau, Rebecca Gibian, Vincent Bellefleur, Sarah Carré-Chiasson, c'est tout devenu des amis, c'est tous des acteurs qui sortaient des écoles de théâtre, Saint-Hyacinthe, Sainte-Thérèse et tout. Et j'ai divisé le 3e volet avec le volet influenceur. Karine Saint-Michel d'Occupation Double, Gabrielle Marion et Lisande Nadeau, qui jouent dans mon film. Ça a fait un genre de gros chiard, là, parce que là, tout d'un coup, j'ai casté des influenceuses, c'est pas des vraies actrices, pourquoi? Nanana, sont pas nécessairement bonnes. Tout est dans le marketing, la gang, il faut penser à ça. Alors, Karine, Gabrielle, ils ont passé une audition. Moi, c'est sûr que si elle avait été à chier, je l'aurais pas casté. Je suis pas cave là, non plus. Là. Genre, je veux que mon film il soit bon, puis je veux qu'il soit réaliste, puis je veux qu'il soit crédible et tout. T'es pas fait pour la job? Exact. Après ça, quand Karine est venue à l'audition, puis moi, je l'ai senti, là, Karine, elle voulait le rôle. Je pense qu'elle avait envie de se détacher de genre être influenceuse, être associée à Occupation Double et tout. Malgré toute son intensité et tout qu'est-ce qu'elle a projeté sur les réseaux sociaux, je veux dire, est une personne qu'on connaît pas, là, parce que, tu sais, je veux dire, elle est sur les réseaux sociaux. Fait que les gens s'inventent une personnalité pour elle, tu sais. Ouais. Fait que quand elle est venue à l'audition, j'ai senti qu'elle voulait vraiment le rôle, qu'elle allait vraiment travailler fort pour genre développer son personnage et tout. Puis elle a comme une espèce d'énergie un peu sensuelle qui collait bien avec Cherry, qui est la travailleuse du sexe principale dans les 8 qu'il y a dans le film. T'sais. Fait que j'ai dit, toi, es-tu prête à t'investir? Es-tu prête à devenir Karine, la comédienne et tout? Fait qu'elle m'a dit oui. Puis elle a été super bonne à l'audition. Elle a été à l'aise avec la nudité aussi. Fait que ça l'a permis qu'on travaille ensemble. Mais après ça, les gens sur Internet, ils savent pas qu'on a eu cette rencontre-là. Fait que les autres, ils pensent que j'ai écrit à Karine sur Instagram « Hey, tu veux-tu jouer dans mon film? » Oui, parfait. En pensant que c'était une influenceuse puis que j'allais faire du marketing. Évidemment qu'elle a une visibilité. Évidemment qu'elle est controversée. Donc, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Donc, les gens vont aller voir le film parce qu'elle est dedans. Évidemment. Donc, on peut éduquer sur les sujets je suis pas cave, là, mais... problématiques, toi, ouais. Mais elle était super bonne. Je m'entendais bien avec. Fait que pourquoi pas? Et les gens vont être agréablement surpris. Oui. C'est... D'après moi, je connais une future comédienne qu'on va revoir. Oui. On s'en venait tantôt, puis je lui ai dit, puis j'avais même écrit à Karine, pour vrai, genre, je pensais pas ça, puis quand je l'ai vu, j'ai fait, OK, c'est... J'ai pas le droit d'en parler genre en détail, mais mettons, Karine, elle a genre une reconnaissance à l'étranger par rapport à mon film. Mettons, c'est ça que je peux te dire. Fait que ça marche, là, tu sais. Fait que c'est hot, là, dans le fond. Là. Ils sont sortis, tes films, ou ils vont sortir? Non, le premier sort sur Apple TV certaines prochainement. Personnes les ont vus? Ouais, dans le fond, mon premier film, il y a eu une première médiatique en avril 2021. Après ça, il est parti en tournée de festival. Là, il est en attente de négociation pour Apple TV. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, j'ai appris ça hier. Je pense que j'ai pas le droit de le dire. Il a été pitché? Ouais, mais je pense qu'il faut pas que je le dise, mais c'est un secret qu'on garde entre nous, mettons. Puis... mon deuxième, il y a eu un montage. Le film durait 2h20. On a remonté le film au complet, fait que ça a été plus long que prévu. Puis il devrait sortir... nous, on vise une sortie en salle parce que la COVID est terminée et tout. Fait que on vise que Le Purgatoire sorte éventuellement en salle, genre à l'hiver, peut-être. Puis là, je suis en train d'en préparer d'autres. Là. OK. D'autres bien touchés, là. Mais c'est quoi justement les sujets, quel autre sujet que tu voudrais toucher, mettons, en 2023, 2024? En fait, dans le fond, c'est ça. J'ai fait psychose, j'ai fait choc post-traumatique et travail du sexe. Toutes les faire le DSM-5, là. ouais, exact. Chaque page, gestion, on va faire un film, tac, tac, tac. J'ai fait un court-métrage en février 2022, après 2 longs-métrages. J'ai fait Berceuse du malheur qui traite d'insomnie. C'est un sujet qui me parlait beaucoup. Juste pour t'arrêter 2 secondes, 2 longs-métrages, combien de courts-métrages?
J'ai commencé avec 2 longs métrages. Okay, j'ai un parcours un peu atypique. Là. J'ai commencé avec 2 longs métrages direct. J'ai comme réussi à me trouver. J'ai créé ma crédibilité très rapidement. Ouais, comment tu as développé ton réseau? Parce que là, tu connais beaucoup de personnes, tu as de la crédibilité. Ouais, Comment tu as fait ça? C'est du hasard, honnêtement. C'est un comédien. Je sais pas si vous connaissez le comédien Emmanuel Auger. Il a fait District 31. Il m'a appelé chez mes parents sur le téléphone de maison dans le temps. Là, j'étais jeune. Là. Il me dit « Hey, ça a l'air que tu fais un film, j'ai le goût de jouer dedans. » Ah, ensuite, c'est ça. Hey, je connais quelqu'un qui va travailler sur ton film et tout. Fait que j'étais comme, ah ben, of course, c'est ça, je te trouve un rôle, tu sais. Fait que il a joué un des 3 leads. Puis ça a vraiment bien marché. Fait que ça a créé l'engouement des médias. Moi, je me suis embarqué dans un film en sachant pas dans quoi je m'embarquais. Je savais pas c'était quoi de la production de film. Je savais pas. C'est ça. Je savais c'était quoi. T'avais une idée, moi, je m'en fais un film. Ouais, et j'ai mangé une hostie de grosse claque dans la face, honnêtement. C'était quoi ta claque? Ben, c'est vraiment. C'est une industrie qui est très difficile, là, très, très, très difficile sur la santé mentale, tu sais, puis j'ai mis, depuis 2019, je mets 90 heures par semaine dans mes projets parce que j'en vis, c'est ma passion et tout, puis c'est ça, ma vie, c'est travailler. Puis à un moment donné, c'est que on a peur aussi de se faire oublier parce qu'à un moment donné, tu te fais plus appeler, tu sais. Fait que c'est comme de toujours travailler. Puis fait que c'est devenu du hasard, puis le premier film a permis de me créer une crédibilité pour signer le deuxième. C'était vraiment ça. J'étais comme, à la limite, le public le verra peut-être pas, mais l'industrie va me connaître. C'est très difficile d'aller chercher des subventions chez Téléfilm Canada, la SODEC, le Calque, etc. C'est très long, c'est très difficile. Puis moi, j'ai toujours l'envie de faire mes films dans l'urgence parce que je travaille toujours avec des sujets que je veux parler là, puis peut-être que dans 5 ans, ça sera plus sur mon combat, fait que je vais en parler maintenant. T'sais. Fait que c'est ça ma méthode de travail, c'est de travailler très rapidement, du long métrage. Il y en a que ça leur prend 2 ans. Là. Moi, ça me prend 6 mois, genre. Là, c'est vraiment pas long. Là, puis, fait que c'est ça, puis j'aimerais ça continuer dans cette optique-là, mais je pense pas que ça va toujours être possible de le faire. Fait que là, c'est ça, avec mon agent et tout, on fait du démarchage auprès de producteurs pour m'enlever cette charge de travail-là, parce que quand tu es réalisateur et producteur, c'est lourd. Là. Parce que là, en ce moment, toi, tu fais... Je produis aussi, j'ai un producteur exécutif, mais en général, je t'en charge de la production, puis ça fait mal de réaliser puis de voir l'argent passer. Moi, j'aimerais ça comme pas voir l'argent. Mm-hmm. Je veux pas voir le compte de banque quand je fais un film. Tu veux juste être scénariste, réalisateur, faire des films. Exact. Il y en a d'autres que c'est plus comme, hey, offrir la chance à des scénaristes et réalisateurs de faire valoir leurs idées. Moi, je veux juste donner l'emplacement, l'infrastructure. Comme un peu ici, Black Box. Moi, je suis plus le scénariste, réalisateur chez Black Box. Puis là, il y a Rick. Ben, lui, il fait les deux. Mm-hmm. Il a son podcast aussi à lui. Ouais. Tu sais, moi, mon travail, là, j'ai endossé la production. Fait que je vois le côté logistique, le côté organisationnel, le côté financier, tout ça. Mais moi, mon travail, c'est de la création, c'est de la direction d'acteurs, c'est de mettre de l'avant des émotions, des sujets, etc. Fait que c'est ce que je veux continuer de faire. Ma grande force, c'est l'écriture. Fait que c'est ça, j'aimerais me concentrer là-dessus davantage. Fait que c'est ça, t'sais. Fait que là, on parlait de mon premier film, deuxième film. Après ça, j'ai fait le troisième, qui est un court-métrage, qui est en festival en ce moment, qui s'appelle Berceuse du malheur, qui parle d'insomnie. Puis là, j'écris en ce moment La Traque, qui est un court-métrage que j'aimerais tourner à l'hiver, qui parle qui se passe dans un futur, dans un Québec dystopique, où la surpopulation, c'est l'enjeu principal de la crise climatique. Et toutes les crise climatique. Oui. Fait que la surpopulation, comme c'était l'enjeu principal dans ce futur dystopique-là. Puis toutes les personnes âgées de 85 ans et plus et les personnes qui sont malades ou handicapées qui ne contribuent pas à l'économie, dans le fond, doivent se soumettre à l'aide médicale à mourir obligatoire. Fait qu'on est dans ce Québec fictif et dystopique qui oblige ça. Fait que je traite de ça avec... je veux une comédienne âgée de 90 ans, genre, là, tu sais, je pousse un peu pour parler de ça. Tu sais, je veux parler... Donc, la personne âgée qui ne peut pas travailler... Mais qui est super en forme. Fait que pourquoi elle se soumettrait à l'aide médicale à mourir? C'est comme un dilemme moral à mourir obligatoire dans le film. Qu'est-ce que c'est? Juste pour... L'aide médicale à mourir, en fait, ça existe, là. Pour vrai, tu demandes à mourir. Ouais, c'est que si tu es extrêmement malade, tu peux demander... C'est long, je pense que c'est un processus qui est long. Les gens sont obligés... Dans mon film, évidemment, pas dans la vraie vie. Ils sont obligés de s'inscrire à ça. Ouais, ils ont un rendez-vous obligatoire, mettons. Ouais. Fait qu'ils ont une date qui vont mourir obligatoirement. C'est comme normalisé. Fait que là, l'infirmière à domicile du personnage principal fait comme « Hey, oubliez pas, Madame Chose, dans 2 jours, c'est votre rendez-vous. Dans 2 jours, je m'en viens de tuer, même si tu veux pas. » Ouais, exact. Fait que c'est un dilemme moral qui est pas
complètement impossible dans la société dans laquelle on vit en ce moment. Okay. Fait que genre, c'est ça. Puis après ça, j'ai mon prochain long métrage, je veux parler de politique. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. On peut parler un peu de politique. Ouais, je suis pas un expert là-dedans. Moi non plus, mais j'adore ça. Comment tu vois? Moi, je vois ça comme de la polarité. Il y a, tu sais, des idéologies différentes. En fait, c'est quoi ta direction? Puis c'est quoi ta destination? On a toutes des destinations différentes. Oui, je comprends. Donc, les destinations, les directions sont différentes. Oui. Si je m'en vais là, à droite, puis toi, tu t'en vas à gauche, ben moi, je m'en vais à droite, toi, tu t'en vas à gauche. Oui, je pense que... Ou on a toutes la même destination. Moi, je suis très à gauche, politiquement parlant. Tout ce qui est ouverture d'esprit, droit des femmes, droit des whatever, la culture, l'environnement, tout ça, là. Mais je pense je pense que ma destination, là, c'est de me tasser une petite affaire plus à droite parce que l'économie, puis c'est important, puis le système de santé, c'est important. C'est juste que j'en dirais que je focus tout le temps sur la culture parce que moi, c'est mon travail, puis c'est ma passion et tout. Fait que je pense que c'est d'aller équilibrer mon truc, tu sais. Éduquer le public. Ouais. C'est ce qui te parle le plus. Ouais. Mais tu sais, comme mettons dans le film que je veux traiter de politique, je suis avec des personnages qui sont très, très, très proches de l'extrême droite. Fait que ça va être vraiment intéressant d'aller explorer ça. Puis je veux parler avec des analystes politiques et tout parce que c'est pas un sujet que je maîtrise tant que ça. Là, donc, te balancer, ça serait je veux aller au centre. Le centre, c'est quoi pour toi? Le centre, c'est un bel équilibre entre l'environnement, l'économie. Comme libéral? Je sais pas. Le centre? Je pense que, en tout cas, là, je suis pas un expert. Je suis pas un expert. Je pense pas que le Parti libéral me rejoint tant que ça. Je pense pas que c'est le pire, mais je pense pas que... C'est parce que je pense que tous les partis ont quelque chose qui fait du sens puis ont des affaires qui sont un petit peu irréalistes, selon moi. Fait que d'aller chercher des trucs de tout le monde. Je pense que ça ferait le meilleur parti. C'est juste qu'après ça, il faut que tout ce monde-là s'entende. Là, tantôt, tu as dit que tu t'es éduqué beaucoup au niveau du travail... travail sexuel. Un travail du sexe, exact. Travail du sexe. Ouais. Puis là, t'en as appris beaucoup. Puis là, t'as fait un film là-dessus. Ouais. Tu sais, toi, c'est comme si t'avais une capacité plus grande que les autres à apprendre rapidement de l'information, peut-être. La politique, je vais faire un film sur la politique. Là, t'apprends. Ouais. Puis bang. Ben, c'est que c'est beaucoup de rencontres. Là. C'est de rencontrer... j'avais un personnage dans Purgatoire qui était avocate. Fait qu'on est allé voir des procès pour meurtre. On est allé rencontrer des avocats. C'est vraiment un travail en amont là, aussi avec les comédiens. Je veux dire, moi, je peux pas tout savoir. Il faut que la comédienne m'aide un peu là, en apprenant des trucs qui sont plus légaux et judiciaires, là, mettons dans le cas de ce personnage-là. Fait que moi, je vais aller me renseigner pour mon écriture. Puis après ça, tu sais, la posture, le vocabulaire, la manière de parler quand tu es un analyste politique doit varier quand tu travailles ou quand tu es dans ta vie personnelle. Fait que je pense que ça va être le travail du comédien d'aller chercher ça. Évidemment, je suis toujours là, je fais le travail avec eux, mais il y a comme une partie qui est plus le comédien, une partie qui est plus moi dans ce qui est dans la crédibilité des sujets qui sont apportés là, aussi. Là. Fait que je me renseigne, mais je vais pas fou avec ça parce qu'aussi, mettons, un procès dans la vraie vie, c'est vraiment long puis c'est vraiment plate. Puis nous, on veut dynamiser ça dans le film pour que le public soit accroché. Fait que, oui, c'est crédible, mais oui, je vais puncher des trucs, tu sais. Je sais pas si tu me suis, là, mais c'est ça dans tous les sujets, tu sais. Ouais, là, tu as dit rendre le procès plus dynamique. Ouais, ben c'est l'équilibre entre la crédibilité du sujet et le divertissement que ça va apporter aux spectateurs, dans le fond, tu sais. Ça revient à tantôt ma question de marketing, jusqu'où tu vas creux dans la psychologie de la personne, dans ses préférences. Exact. Est-ce que tu creuses plus loin son trou ou tu l'aides à sortir de son trou? Ouais. Est-ce que tu as une question? Non? Good. Est-ce que tu l'aides à... On la salue. On veut aider les gens à sortir de leur trou. Ouais, ben oui, je pense. Ou on veut drainer toute leur batterie pour nos désirs à nous parce que leurs désirs sont outdated selon notre perception. Ben non, on veut pas ça, mais on veut que les personnes se sentent interpellées. Parce que je raconte, tu sais, je veux dire... Ah, je me vois là-dedans. Ben ouais, puis tu sais, c'est comme... je sais pas comment expliquer, mais tu sais, pour avoir assisté à des vrais procès, là, c'est plate, là. C'est vraiment plate. Même si c'est un procès pour meurtre, il n'y a rien d'excitant là-dedans, là. C'est vraiment long. Puis à chaque fois qu'il y a un témoin, il y a peut-être 45 minutes entre chaque, là, ça finit plus. Là, puis on a passé la journée là, puis c'était vraiment ennuyant. Là. Fait que j'étais comme, bon, mais j'ai pas le goût de donner ça à mon monde. Là.
Fait que moi, j'ai écrit là, une scène, là, je pense que la scène du procès, elle avait 25 pages, ça avait pas de bon sens. Puis je l'ai écrit en Zoom avec une avocate. Là, puis elle me disait tout comment ça se passait, qui doit se lever quand, puis qui est en silence quand. Puis c'était vraiment intense. Fait que j'ai tout détaillé ça. Puis là, quand mes comédiens ont lu ça, ils ont dit c'est pas vrai qu'on va jouer ça. J'ai dit non, je pense pas. J'ai tout réécrit la scène. Puis je suis allé couper à l'essentiel. Puis souvent, un procès, ça se passe sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis rendu là, mets une caméra dans la salle de procès. Ben, c'est ça, puis filme ça tant qu'à y être. Là, fait que c'est pas ça qu'on veut, c'est pas un documentaire. Fait que nous, on veut suivre un personnage en particulier qui a vécu quelque chose, fait qu'on passe plus vite finalement. Documentaire versus fiction. J'adore le documentaire. En ce moment, c'est documentaire. Ce qu'on fait? Documentation. Ouais, on documente. Moment présent. Ouais, j'aime bien le documentaire. J'ai pas de documentaire prévu, mais j'aimerais ça peut-être éventuellement faire ça, puis justement aller chercher plus loin dans le travail du sexe, aller chercher, tu sais, c'est un documentaire que j'ai déjà pensé avec mon assistante Sandrine, on la salue, qui est ma meilleure amie aussi, qui est ma première assistante réalisatrice sur tous mes projets. On travaille beaucoup en amont, puis tout ça, puis on voulait faire un documentaire ensemble là-dessus, qu'on n'a jamais développé tant que ça, là, finalement, mais c'est aller chercher, tu sais, les personnes qui travaillent pour Pornhub, qui s'occupent de mettre en ligne les vidéos. Quels sont leurs critères de sélection? Pourquoi vous mettez ça en ligne? Après ça, aller parler avec des sexologues, parler avec des travailleurs du sexe. Tu sais, c'est comme... Comment tu fais pour reach out à ces personnes? Oui, parce qu'il y a des vidéos qui sont vraiment whack là, sur les sites de pornographie. Fait que genre, en quel honneur? Genre, qui a décidé que ça passait, mettons? Je pense que ça éduquerait aussi les gens à... Qu'est-ce que c'est la différence entre des filles, parce qu'on a beaucoup le struggle en ce moment, les filles qui font du OnlyFans et les filles, le monde, pourquoi qu'on paierait? Pourquoi? Je pense qu'il faudrait un documentaire comme ça. Vous allez tout comprendre du pourquoi, du comment, qu'il y en a qui travaillent à leur compte. Puis même du côté travail du sexe, pourquoi qu'il y en a qui travaillent avec des pimps, pourquoi qu'il y en a qui travaillent... Des jeunes filles qui ont travaillé dans du trafic humain, des jeunes filles qui le font de leur propre gré et qui sont contentes et fières de le faire. Puis je pense que tu aurais, toutes les meilleures au Québec. Pour vrai, les gens commencent à sortir un peu, de plus être gênés, de raconter leurs histoires. Puis il faudrait que quelqu'un puisse ramener toutes ces mêmes filles et garçons-là ensemble. Puis, genre créer une discussion. On a toute une histoire à raconter. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. On a toute une histoire à raconter. Ça, c'est ta phrase qui te punch? C'est une des phrases qui me punch. Ben, c'est c'est la prise de risque est au cœur de ma démarche. La prise de risque est au cœur de ma démarche. Ça, c'est genre ma citation médiatique. Là. Ouais, mais c'est vrai. Genre, tu sais, prendre des risques, c'est au cœur de ma démarche artistique parce que peut-être que les gens vont être fous, mais peut-être que les gens vont s'ouvrir aussi à ça. T'apprends. Exact, ouais. Puis, tu le fais pour toi ou tu le fais pour l'humanité, la société? Je le fais vraiment pour moi en premier lieu. OK. Parce que c'est mon idée, ça m'a motivé à faire tel projet. Puis si les gens y embarquent, ben tant mieux, c'est malade. Tu sais. Mais je peux pas. Mettons, tu fais des films. Je peux pas compter sur les autres pour faire des films parce que on sait jamais quand ça peut s'arrêter, on sait jamais quand quelqu'un peut pas aimer quelque chose. Fait que je pense qu'il faut le faire pour soi en premier. Puis moi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais vraiment ça parce que j'aime écrire, j'aime raconter des histoires, j'aime parler de sujets qui sont un peu plus délicats. Puis si les gens sont prêts à ça, ben c'est super. Tu sais. Mais là où prendre des risques prend tout son sens. C'est ça, exact. Ouais. C'est vraiment ça mon processus de création. Là, tu sais. J'aimerais trouver une dernière... citation. Ouais. Ça serait quoi la... moi, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous affectent, mais plutôt l'idée qu'on s'en fait. Ou sinon, j'ai... C'est une bonne phrase, ça aussi. Ouais. C'est vrai. Pour avoir une vie facile, il faut être prêt à faire des choses difficiles. C'est vrai. La phrase de mon assistante, c'est « L'inconnu nourrit ma créativité ». L'inconnu nourrit ma créativité. Je la connais par cœur. Tellement belle et gentille. Mon inconscience me fait souffrir. Il y a tellement d'affaires qui sont genre des phrases de motivation que le monde trouve quétaines, mais qui sont juste tellement vraies, tu sais. Ouais, c'est la simplicité. Ouais. Je me suis fait tatouer hier. Je me suis fait tatouer « The Devil in Me ». The Devil in Me. Parce que je pense que j'ai genre une part diabolique en moi qui fait en sorte que genre je veux aborder des trucs qui sont vraiment genre touchés puis que genre je veux mettre ça de l'avant puis que je suis prêt à prendre le risque. Là. Tu sais, c'est genre ça que ça veut dire pour moi, on dirait. Là. Ça, The Devil in Me, ouais. la première fois que
j'en ai pris conscience de cet instinct animal-là, c'est quand j'ai vu 2 tigres se battre jusqu'à la mort sur YouTube. T'es comme... Moi, je peux pas regarder ça, c'est ça, je braille. Mais... Ça, là, c'est intense. Là. Il y a un des 2 tigres qui tue l'autre tigre. Ouais, puis ça, c'est dans le quotidien tout le temps. Hein? C'est comme eux, c'est animal, fait qu'ils se battent, mais confrontation humain à humain. On fait verbalement. Pas en se mordant, exact. Mais c'est verbalement. Ouais. Fait que, on mord l'idée de l'autre avec notre idée. C'est que le meilleur gagne. Souvent, c'est plate à dire, mais c'est que le meilleur gagne. Ouais, dans la politique. Dans tout. Dans depuis le 2019-2020, là, je trouve que les gens ils ont l'attaque vraiment très facile. Oui, ils sont très fragiles. Faut faire attention, tu sais. Puis genre, c'est intense. Je sais pas. T'as assumé que j'étais un he ou un she? Hein? Mais... Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ok, je pensais que tu parlais de moi, j'avais assumé quelque chose. J'étais comme, j'étais allé trop vite. Mais ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Comment ça fait réagir les gens, même? Comme, oh, wow, attends. Ouais. T'as raison. C'est quelque chose qui est important. C'est tout ce qui est l'identité de genre, les pronoms et tout. Ben, c'est nouveau là aussi, fait que je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de s'adapter. Mais je pense que c'est important. Si les gens se définissent comme telle affaire, je pense qu'il faut respecter le choix de tout le monde. Puis, c'est juste que c'est un processus qui est long parce que, genre, en 2010, là, ça, on n'entendrait pas tant parler. Fait que, genre, c'est sûr que tous ceux qui ont plus de 30 ans, là, il faut qu'ils s'adaptent à ça. Là. Nous, on vieillit puis on évolue là-dedans. Là, fait que c'est comme plus facile, mais il y a des gens qui connaissaient pas ça. Fait que c'est normal que genre, ça leur prend du temps. Là, comme les gens de 50 ans, c'est la transidentité qu'ils connaissaient pas. Puis après ça, ceux qui ont 70 ans, c'est le LGBT qu'ils connaissaient pas. Puis avant, c'est tout. Nous autres c'est comme pas normal. C'est normal que eux autres, ils n'ont pas été évolués. Qui était noire. Dans le fond, c'est pas pour la réalité de toi, Ginette, 52 ans. Là, c'est la réalité de genre Annabelle, 4 ans et demi. Là, tu comprends? Ouais, il faut normaliser ces affaires. C'est ça, exact. Fait que je pense que la société évolue avec ce que les nouvelles générations apportent, là, dans le sens que si c'était pas apporté en 1954, ben c'est sûr qu'on n'en parlait pas. Il y avait personne qui faisait ça. Il y a des enfants jeunes qui s'éduquent sur OnlyFans ou pornographie, tu sais. Ouais, s'ils vont sur bellessa.co, c'est une bonne affaire. Là. C'est de la porno féministe. Je sais pas c'est quoi ça. Fait que c'est de la porno qui est dirigée par des femmes, qui est apporté par... les idées sont apportées par des femmes, fait que c'est apporté de manière... Je pense que les plateaux sont plus respectueux, sont plus... Feminine energy. Sont plus... balancés. Le consentement est très, très, très important et la manière dont les trucs sont tournés. Là. Fait que si vous voulez vous éduquer sur la porno, allez là-dessus. Là. Je pense que les parents ont une responsabilité aussi. Ben oui. Un enfant de 10-12 ans n'est pas supposé d'avoir accès à Pornhub. Je veux dire, tout le monde peut y aller, mais je pense qu'à un moment donné, moi, j'ai une fille de 13 ans, puis je vois tout ce qu'elle fait sur son téléphone. Fait que si jamais je me rends compte qu'elle va sur Pornhub ou qu'elle tape, qu'elle entend à le vent ou peu importe, je vais le savoir. C'est à ma responsabilité à moi. Il faut arrêter de toujours mettre la faute sur les autres aussi dans la vie. Là. C'est pas à cause des autres que je prends de la drogue, c'est pas à cause des autres que mon enfant écoute de la pornographie. Il faut que tu aies un œil. Puis maintenant, on le sait que c'est accessible. Si vous le savez que c'est accessible, restez réaliste puis regardez ce que vos enfants... C'est plus aller au club vidéo puis louer un film de cul dans la petite salle en arrière. Là. C'est que tout le monde a accès à ça. Puis c'est ça. Puis je pense que les jeunes, ils sont frus là, que leurs parents ont comme un genre de contrôle sur eux. Là. Quand t'es jeune, avoir le contrôle parental sur ton ordi, par exemple, ou des trucs de même. Mais à un moment donné, c'est que si tu consommes de la porn très hard à 12 ans, ça peut créer des complexes, des traumatismes, des envies que c'est pas le temps de faire ça à cet âge-là. C'est tout ça, là. Fait que genre, à un moment donné, je pense que c'est une bonne affaire. Des envies que c'est pas le temps de faire ça à cet âge-là. Ouais, mais si t'as 18 ans, tu peux faire ce que tu veux. C'est spécial. Que tout le monde est consentant. Exact, consentant. Ouais, respect, c'est tous des mots hyper importants. Consentant. Exact. Ouais, parce que pas juste consentant. Majeur. Ben, tu peux être 2 mineurs et consentants, là, mais en tout cas, j'irai pas là parce que je connais pas les gaps d'âge et tout. Je veux pas m'embarquer là-dedans. La criminalité et tout ça. Fait que, super content. Ça fait plaisir. Super content. Merci de l'invitation. Enchanté. Merci de m'avoir fait embarquer. C'était vraiment pas prévu, mais c'est parfait. Non, mais t'es là pour m'appuyer aussi. Je parle de travail du sexe, mais la personne qui m'a qui a analysé, ajusté la crédibilité est là, puis elle confirme ici. Donc, moi, je crois vraiment, vraiment beaucoup. Au-delà que Philippe, c'est mon ami, je crois vraiment beaucoup en ses projets. Puis, sincèrement, vous n'avez vraiment pas fini de l'entendre. Lancez-moi pas des fleurs, s'il vous plaît. Je te lance le pot avec.
Le pouce à la tête. Non, mais merci. Ce serait quoi la clé que tu partagerais maintenant? La clé... La clé qui ouvre des portes. Pour vrai, prenez-en des risques. C'est vraiment cave. Puis c'est stressant, là. Quand t'es pas habitué de prendre des risques, tu veux pas le faire, tu sais. Mais pour vrai, prenez des risques. Ça change tout. Dans vos relations, dans votre travail, dans votre... whatever. Si vous êtes prêt à lâcher votre bac en enseignement pour aller faire le tour du monde en bateau, mais faites-le, là, genre, tu sais. Prenez des risques puis vivez vos expériences. C'est ça mon conseil. C'est la clé du succès. Cool. Merci beaucoup. Hey, merci. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. OK. University Podcast. On vous aime. Merci.